Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 6 de The Last of Us. Et pour rappel, nous avions quitté Ellie et Joel qui continuaient leur route après le décès de Sam et Henry. Affectés par ces deux morts, on sentait beaucoup de regrets de ne pas pouvoir sauver le monde de la part de nos deux héros. Alors va-t-on avoir d'autres morts importantes dans cet épisode? Et ça commence maintenant. Alors cet épisode va résoudre certains conflits intérieurs. Il sera essentiel pour nos deux héros sur l'attachement qui s'opère et l'importance de continuer cette mission malgré le pessimisme autour d'eux. Plusieurs changements vis-à-vis du jeu. En effet, après que Henry se suicide, il s'agit de la fin de l'été et le début de l'automne. Ici on passe directement à l'hiver. L'hiver est un long symbole en littérature. Alors dans le jeu, l'hiver vient plus tard, mais ici ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas parce qu'il reste 3 épisodes, même si on sait que tout le premier jeu sera adapté en 9 épisodes. Non, l'hiver est bien présent pour symboliser le silence, l'isolement et la perte. L'hiver est une fin, une mort, où les gens restent à l'intérieur. Les arbres n'ont plus de feuilles, les plantes sont fanées, et pourtant l'épisode fait forcément écho, et finalement ce changement peut paraître insignifiant vis-à-vis du matériau de base, alors qu'il veut dire beaucoup. Certains ne comprenaient pas pourquoi nous revenions sur le suicide de Henry avant la transition des 3 mois en hiver, et pourtant ça fait sens au niveau symbolique. Mais l'épisode n'évoquera pas que la perte de Sam et Henry. On évoquera aussi la perte de Sarah et Tess. Pour la naissance, évidemment il s'agit des sentiments paternels de Joel envers Ellie. La future naissance aussi de l'enfant de Tommy qui est l'autre changement majeur vis-à-vis du jeu, mais je vais y revenir. Mais également Ellie qui envoie balader une fille qui la regarde au loin. Pour le dernier élément, malheureusement Craig Mazin n'a pas pu confirmer si ce personnage était oui ou non Dina, personnage majeur de la deuxième partie du jeu. Mais nous savons évidemment qu'il s'agit bien d'elle. Alors la scène où elle envoie balader Dina est la naissance de quelque chose, si vous savez de quoi je parle. Comme je le disais, il y a d'autres éléments qui diffèrent du jeu. Tommy et sa femme, Maria, attendent un heureux événement. Pour Joel, il s'agit forcément d'un événement qui va réveiller en lui la mort de sa propre fille. Sachant que Joel a toujours été comme un père pour Tommy, la figure responsable de la famille, et là, le doute est présent pour lui. Si vous suivez mes précédentes vidéos, nous avions analysé le fait que le pessimisme et la résignation occupaient un grand espace dans l'humanité. Tess sera une des premières à retrouver l'espoir d'un avenir possible. Bill, lui, l'indiquera dans une lettre qu'une personne méritait d'être sauvée, alors quand Joel et Ellie pénètrent dans Jacksonville, où nous retrouvons cette humanité comme avant la pandémie, quand Tommy annonce aussi qu'il va être père, c'est aussi un symbole d'espoir, mais aussi de rétablir une société. Bill et Frank avaient démontré que ce monde pouvait encore tourner en autarcie. Tommy et Maria démontrent qu'avec une communauté proche du communisme, comme ils disent, c'est également possible. Ellie est alors l'espoir de rendre cette vie d'avant possible, même si cela paraît aberrant dans le sens où cette vie est déjà retrouvée sur Jacksonville. La question légitime, est-ce que ça vaut le coup? Recréer une société ou recréer cette paternité oubliée? Voilà peut-être la folie de Joel et cet épisode fera sens dans la finalité de cette saison. Comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup aimé l'épisode, moment où on se pose un peu avec beaucoup de similitudes avec le jeu de base, mis à part 2 changements qui apportent beaucoup, je trouve, au sens symbolique évidemment. Nous sommes toujours dans le respect de l'œuvre d'origine jusqu'à recopier certaines scènes intégralement, sauf que le jeu des acteurs est, je trouve, amplifié dans l'émotion. L'épisode commence 3 mois plus tard après les derniers événements. Un couple vivant aussi en autarcie se font braquer par Ellie et Joel. Marlon indique où ils sont situés sur la carte et les zones dangereuses autour d'eux, que ce soit les infectés ou même les humains. C'est assez rare d'avoir des moments pacifistes, donc bonne occasion d'en glisser une après tant de péripéties. Première crise de panique dehors pour Joel. On sent qu'il faiblit, une peur de pas être à la hauteur de la tâche pour protéger Ellie. Le scotch est une référence au jeu, mais ça je pense que vous l'aviez compris, le genre d'éléments que l'on ramasse pour crafter. Coin du feu, 3 mois passés, Ellie et Joel semblent plus proches qu'avant. La discussion de parler de l'avenir et d'élever des moutons, ou même de parler de l'espace, est une référence toujours au 2e jeu. Mais pour cela, il faut que le vaccin marche, si on veut que tout le monde redevienne comme avant. Ellie a pris le 2e tour de garde, ils se protègent l'un et l'autre malgré que Joel essaye d'avoir ce rôle complet. On y voit le barrage comme dans le jeu, et malgré ce que les 2 personnages du début indiquaient, la mort est visiblement absente. Mais les ennuis ne tardent pas à arriver, un groupe d'humains encercle Joel et Ellie. Coup de pression pour nos 2 héros, un chien peut sentir si vous êtes infecté. La tension est relativement palpable, montrant Joel ne maîtrisant malheureusement rien. Cependant, il s'avère que ce sont des compagnons de son frère, par chance, et ils sont conduits à Jacksonville, une ville fortifiée qui, je le rappelle, n'apparaît que dans The Last of Us partie 2. Une différence assez notable. Encore une fois, comme je l'ai dit, il s'agit d'une humanité retrouvée. Cette communauté a réussi ce que Joel et Ellie essayent de rêver en
début d'épisode. On y voit des moutons ce que Joël ferait s'il réussit sa mission. Et c'est là que je parlais de folie de continuer cette quête. Une école, un cinéma, des repas chauds, les choses de la vie. Joël retrouve son frère à l'intérieur et se fait offrir un repas avec Maria, et c'est là qu'on apprend que Tommy et Maria sont ensemble. Très peu de communication, on évite la radio afin de ne pas attiser les curieux à l'extérieur de la ville. Discussion avec Joël et Tommy dans un bar. Tommy indique qu'il a ce qu'il faut. Il demande comment va Tess et Joël botte en touche, comme s'il ne faisait pas confiance à son frère, sûrement dû au long silence entre les deux. C'est là que Tommy indique pourquoi il est resté silencieux, pour garder cet endroit secret. Tommy indique qu'il va devenir père et c'est pour ça qu'il ne peut pas partir à l'aventure. Joël est abasourdi par la nouvelle, mais Tommy veut avancer contrairement à Joël qui n'avance plus. D'ailleurs, il fera une nouvelle crise de panique après, montrant ses failles et son côté tourmenté par toujours l'excellent Pedro Pascal. Il y voit une fille qui ressemble à Sarah comme une vision de ce qu'elle aurait pu devenir dans ce monde sans pandémie. Maria discute avec Ellie, elle coupe les cheveux d'Ellie d'ailleurs, et elle évoque la confiance, et Ellie apprend que Joël a eu une fille qui s'appelait Sarah, ce qui explique beaucoup de choses. Ellie va voir The Goodbye Girl au cinéma. Elle va voir le film avec d'autres enfants de la commune. Le film comique réalisé par Herbert Ross met en vedette Richard Dreyfuss dans le rôle d'Elliot Garfield, un acteur qui déménage à New York et loue sans le savoir un appartement à Broadway appartenant à Paula McFadden. L'amant de Paula s'était enfui en Europe sans lui dire et avait secrètement loué l'appartement à Elliot. Se chamaillant pour savoir qui a le droit à l'appartement, Paula et Elliot décident de cohabiter avec la jeune fille de Paula, Lucy. The Goodbye Girl est un choix tellement spécifique et symbolique vu l'histoire qui nous est contée. Je vous invite d'ailleurs à regarder le film de 1977 qui est vraiment un petit bijou d'écriture, notamment au niveau des discussions, qui rappelle étrangement ceux de Joël et Ellie. Seconde discussion entre Tommy et Joël où la confiance sera totale puisque Joël lui racontera véritablement ce qui s'est passé pour Tess, la morsure d'Ellie et sa fameuse quête. On sent la peur mais aussi l'espoir dans leur regard. Joël évoque aussi ses faiblesses comme si la mission était peut-être un peu trop pour lui, comme la boucle se répétait pour les gens qu'il aime. Il indique même qu'il doit laisser partir Ellie, car il ne pourra peut-être pas assurer la mission. Ellie est trop importante et lui il n'est pas un super-héros. Scène avec Ellie et Joël qui est un copier-coller du jeu, mais la performance d'acteur est encore meilleure pour ma part. L'abandon semble être la facilité. Joël repense encore à sa fille dans la nuit, mais le lendemain il demande à Ellie de choisir si elle veut continuer avec lui. La réponse ne se fait pas attendre. Elle n'est plus une simple cargaison maintenant, elle est bien plus que ça. Joël et Ellie prennent un cheval et s'en vont vers l'université. Pareil, nous avons un peu un copier-coller du jeu vidéo. On suit les logos des lucioles. Ellie et Joël découvrent où sont les lucioles via une carte. La seule différence c'est pour le final où Joël est poignardé alors que dans le jeu il est carrément empalé dû à une chute. Encore une fois, gros travail sur les décors, je sais, je le dis à chaque fois. Joël semble mal en point, alors va-t-il s'en sortir? Eh bien nous le verrons peut-être la semaine prochaine puisque le prochain épisode, Left Behind, nous fera un retour en arrière sur Ellie avant qu'elle soit mordue. Un épisode que j'attends avec impatience car le DLC du jeu était vraiment très émouvant. Eh bien je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.